Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Le Bonjour d'Algérie débarque chez La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. les nouvelles du temps, c'est avec vous, Félia Chir, bonjour. Bonjour Abono. Comment ça va? Ça va très bien, Saïd, qu'on n'a pas eu l'occasion de se partager nos voeux, merci. Ça va très bien, bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, excellent réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, au programme de la chaleur, en effet, une vague de chaleur s'est bien installée à partir d'hier, vers l'ensemble du pays. Ça va continuer encore aujourd'hui. Côté ciel, le temps sera voilé, beaucoup de soleil, très peu de nuages vers le nord comme vers le sud. On traîne un ciel orageux en fin de journée vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassi, le Sahara oriental. Le temps se voilera au fil des heures à l'intérieur et ces nuages seront sans conséquence. À noter aussi des soulèvements de sable de l'extrême sud remontant jusqu'au Sahara central. Les températures, les voici, elles seront élevées sur le nord comme sur le sud, surtout vers l'intérieur du pays. Quand vous allez le voir tout de suite, nous aurons des températures qui dépassent les 35 degrés par endroit, 37 cet après-midi à Relizan-Chlef, 34 à Guelma, El Beir, 33 à Tlemcen, 27 pour Alger, 24 c'est le minimum pour Annaba et Skikda, 28 à Oran sur la partie sud, 43 à Insalah, 46 à Adrar, 40 à Tindouf, 41 à Hassim Saoud, 42 Gherdaya et le maximum 46 pour l'extrême sud. À présent, place cet après-midi à l'état de la mer. Nous aurons une mer belle, peu agitée vers l'ouest et le centre avec des vents qui varient entre 20 et 30 km/h. Une mer agitée avec des vents qui varient entre 40 jusqu'à 50 km/h vers le centre. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h49. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.meteoalgerie.dz qui est mis à votre entière disposition. Merci pour votre attention, profitez du soleil et à tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Les températures donc saisonnières relativement chaudes. Merci Félia Chir.
Je vous en prie. Très belle journée à vous. Amis du matin, vous aurez un programme relativement varié ce matin, mais c'est juste après cet appel à la fraternité tout en musique. C'est Treat People with Kindness de Harry Styles. Regardez, excellent réveil sur Canal Algérie. Things that seem easy to many, I just don't handle like I should. It's the greatest lie that's been kept 1,000 years. When the answers I'll find in traps made by mine, then I'll find you're not there. Well, I don't really care if it's early or late, 'cause all we can do is wait. One has the answers, we're looking for change. Nature decides on now. Nothing that's new is now. She'll only see me if I treat myself well. What fool would say no to that and tell me who appointed her to point out when it's time to regret? It's the greatest charade I've accepted for some time. I may have reacted in some minor way, but the silence we keep is mine. And I don't really care if it's early or late, 'cause all we can do is wait. One has the answers, we're looking to change when nature decides on now. Nothing that's new is now. Nothing that's new is now. When I found God, answers no more, give me nothing. Lord, when I all my fears gone, no more longing. Well, I don't really care if it's early or late, 'cause all we can do is wait. One has the answers, we're looking to change. Nature decides on now. Nothing that's new is now. Nothing that's new is now. Nothing that's new is now.
la régie en a décidé autrement. En tout cas, vous regardiez Nat Megni, donc chanteur norvégien d'origine algérienne. Petit clin d'œil à la Norvège qui célèbre en ce lundi 17 mai leur fête nationale. Allez, le manque de concentration, comme annoncé au tout début de cette émission, au sommaire de ce numéro, une appréciation devenue presque habituelle, un classique sur les carnets de notes ou les cahiers de texte des écoliers. Il n'est pas rare que le ou la professeur pointe du doigt le manque de concentration chez un élève. Une thématique qui va sans doute vous intéresser, d'autant plus que c'est avec notre psychologue Aïda Mechri que nous allons aborder cette thématique. Bonjour Aïda. Bonjour. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. Un peu speed le matin? Ah ben absolument. Toujours. Ça court, ça court. Alors, un bon début de semaine j'espère. Ça haïdek avant tout. Et Salmek, merci beaucoup. Alors, le manque de concentration chez l'enfant, chez l'écolier, une habitude, j'ai envie de dire, c'est régulier, récurrent? Moi, je dirais une belle étiquette comme ça. Rapidement, on a du mal à diagnostiquer, à suivre un peu nos enfants. Et puis, voilà, ils ne se concentrent pas, ils ne se concentrent pas. Voilà, ça devient une mode, ça devient comme une étiquette comme ça qu'on peut vraiment coller à ces petits bambins qui sont dans leur monde, dans leur cookie, dans leur rythme. Et puis, je crois que ça tombe très bien avec au seuil des examens. Comment vraiment accompagner ces familles, mais aussi parler un tout petit peu de ce joli phénomène et puis parler un tout petit peu comment on pourra construire le tout total entre concentration, travail, repos, voilà ce qui concerne nos enfants. Tout à fait. Alors il faut savoir que les causes peuvent être multiples et qu'un enfant qui manque de concentration n'est pas forcément un enfant hyperactif comme on a tendance à le croire. Du tout. Du tout. Vous savez, les enfants, ils sont très très différents. Il y en a ceux qui sont très rapides, voilà, ça court tout le temps, ils ont beaucoup d'énergie, hein. Ils ont du mal à dormir, à bien manger, à bien s'installer. Mais aussi, si on avance un tout petit peu, on rajoute une petite goutte, ben, on touche une maladie ou un trouble de l'apprentissage qui est probablement l'hyperactivité comme un vécu ou comme des symptômes comme ça qui coincent l'apprentissage de l'enfant. Et à partir de là, on souligne le TDAH, qui est le trouble, le manque de concentration avec hyperactivité. Et vous savez, ça c'est dans le système neurologique de l'enfant, là où on a un enfant qui n'a pas la capacité de freiner, d'assimiler l'information et de pouvoir vraiment faire le retour de son apprentissage. Le manque, ce manque, il est très visible dans leur force. Ils sont impulsifs, comme ça ils explosent, ils ont une intelligence extraordinaire, mais pratiquement ça on le remarque chez les enfants qui commencent à répondre aux questions avant même de terminer, de poser le bout des questions. Et je crois que dans la majorité de ces élèves aussi, on rencontre les réponses qui sont très rapides, courtes, voilà, il y a quelque chose comme ça qui trahit le fonctionnement de ces enfants, là où c'est très important, utile de pouvoir les accompagner dans un cadre médical avec des professionnels du soin, là où on peut vraiment accompagner ces enfants pour leur apprendre justement à canaliser leur énergie. Et puis canaliser tout ce qui est anxiété. Vous savez, ce sont des enfants qui explosent comme ça d'énergie, mais qui peuvent souffrir aussi d'une angoisse, d'un manque, d'une estime de soi, de beaucoup de choses qui peuvent nuire à leur bon développement. Caché derrière ce manque de concentration à l'école. Absolument, absolument. Et je crois que si on est là aujourd'hui, c'est probablement pour faire la part des choses. Il y en a d'autres là où c'est vraiment une autre face. C'est une autre face. C'est de comprendre un tout petit peu comment l'enfant, il est dans son monde rêveur, il est dans son intérêt personnel. Vous savez, apprendre, ce n'est jamais facile. L'apprentissage, c'est tout un processus vers des codes, chiffres, des numéros, un apprentissage linguistique, tout ce qui est symbolique, c'est quelque chose qui va lui donner, il va lui demander aussi l'effort de pouvoir comprendre l'information, l'assimiler et puis prendre le temps de la mémoriser. Tout ce processus n'est pas facile, hein. Vous savez que apprendre dans les langues, les chiffres, tout ce qui est, ça nous met au seuil de nos forces, de nos limites. Si on découvre qu'on a vraiment du mal à avancer, c'est là où on a vraiment acquis quelque chose et on est prêt pour vraiment assimiler un autre cycle de l'apprentissage. Et je crois que c'est à ce moment-là où c'est important de pouvoir canaliser tout l'émotionnel. Comment on peut vraiment frôler ces angoisses, cette peur, le doute. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'anxiété. Ce n'est jamais facile. Et je crois qu'on est là, nous tous,
adultes, comme parents, comme professionnels, pour pouvoir justement apaiser cette partie et apprendre à ces enfants de gérer, mieux gérer. Parce qu'on ne cesse d'apprendre, on apprendra toute notre vie, hein. Même les mamans les plus chevronnées, cordon bleu dans les cuisines, elles apprennent toujours une nouvelle recette, une nouvelle méthode. La seule différence, c'est que les premiers, probablement, ils n'ont pas le plaisir et le goût de pouvoir vraiment vivre ça, d'où vient le processus de l'apprentissage. De l'autre, il y en a des gens qui ont le plaisir d'apprendre et vous savez, ça, quand on désire quelque chose, ça dépasse tout obstacle et toute gêne. Voilà. Tout à fait. Alors, il faudrait peut-être faire la différence entre étourderie, attention et concentration. Voilà, vous dites très bien les choses. Voilà, dans la technique, voilà, c'est comme ça qu'on pourra probablement rapprocher les différentes formes de la concentration. Comment on peut vraiment accompagner un enfant qui est plutôt là, qui veut faire, mais il est dans son monde. Voilà, il est tellement étourdi par beaucoup de choses. Il peut glisser vers les écrans, tantôt il joue avec ses frères et sœurs, il est dans son monde relationnel avec les adultes, il est dans l'apprentissage lui-même cahier, tout ce qui est contexte de l'installation. Vous savez, ce n'est pas évident. Il y a des enfants qui n'acceptent pas tout le cadre, la chaise, la table, le timing aussi. Voilà, c'est l'espace de dessin animé. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui s'installent autour de ce phénomène comme ça de l'apprentissage. Il y a des petits artistes aussi. Il y a des enfants qui sont là, qui sont vraiment dans leur créativité, ils ont leur mode, ils ont leur style, ils ont leur manière d'absorber et de digérer l'information et de l'apporter à leur rythme. De l'autre, non, il y a des enfants qui sont très très rapides, vulnérables, ils sont impulsifs, ils peuvent exploser rapidement. C'est pour ça que je crois que c'est à nous maintenant de travailler avec tout ce qui est inné. On peut faire attention à beaucoup de choses qui nous entourent, mais se concentrer, non, c'est tout un apprentissage. C'est ramasser un tout petit peu nos compétences pour qu'on puisse vraiment s'offrir le moment d'apprendre. Et je crois que si les parents ne font pas attention à cette belle phase, et elle est très très importante, on peut la rendre très toxique avec une anxiété, tu es vilain, tu veux pas apprendre, ils sont très rapides, une petite claque comme ça, une angoisse d'adulte, ils sont rapides. Je crois qu'ils peuvent bousiller l'atmosphère de ce cadre qui est déjà d'emblée une phase très critique pour l'enfant. D'où ça nécessite راحة البال. Il y a quelque chose comme ça qu'il faut vraiment retrouver, beaucoup d'amour, راحة البال, et puis essayer de transmettre quelque chose dans le bonheur, même s'ils n'apprennent pas, ça va nous permettre de mieux comprendre le rythme des différents. Ça et puis viendra la différence. à la longue. À la longue, mais ça va nous permettre aussi de comprendre la différente nature des enfants. Il y en a ceux qui sont très très rapides, il faut les suivre. Ils sont tous Être lent, ça casse un peu leur rythme. De l'autre, il y en a qui ont besoin de plus de temps. Il faut les accompagner doucement, ne pas les bosser. C'est question d'âge, justement. C'est question, moi je dirais c'est compétence. Vous savez, on a rencontré des enfants qui sont tellement éveillés avec leur intelligence. Ben, écoutez, le cerveau infantile, il nous épate. Hein. C'est comme un cerveau d'ordinateur. Ils ont la capacité de pouvoir lire le tout total, là où on perd beaucoup de nos compétences à l'âge adulte et puis à l'adolescence. Je crois qu'il faut vraiment inverser la barre, mais on va dire que c'est inné, c'est des enfants super doués. Et puis voilà, vous me permettez de parler des enfants surdoués. Il y a des enfants qui ont une intelligence extraordinaire, qui sont classés avec les enfants à besoins spécifiques, hein, dans la protection des droits de l'enfant. Là où on peut dire aussi les enfants qui sont très éveillés, ils ont une intelligence extraordinaire. On peut nuire à leur apprentissage si on les met avec des enfants ordinaires ou normaux dans la classe quotidienne, parce que ça, ils ont besoin d'un cadre plus adapté, plus rapide pour pouvoir exploiter leurs compétences. Et généralement, ils n'arrivent pas vraiment à s'intégrer. Ils ont besoin d'une. Alors, c'est pour ça que probablement qu'on souligne un tout petit peu cette catégorie d'enfants, parce qu'ils ont besoin de profs qui peuvent s'adapter dans le rythme, des parents qui peuvent aussi les suivre, leur permettre justement d'élaborer et de travailler tout ce qui est émotionnel. Vous savez, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans l'apprentissage et technique, ces choses, l'émotionnel, c'est autre chose. Et ça va de soi. Si moi, je ne peux pas exploiter ce que j'ai comme compétence, il y a une gêne, il y a une tristesse, il y a une fatigue de l'intérieur, il y a une angoisse, une anxiété. Il y a un moment comme ça, là où je lâche prise. Lâcher prise, c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça, probablement, jouer sur et comprendre tout ce qui est nature d'apprentissage pour pouvoir l'associer à tout ce qui va avec. On a vu des enfants, et vous
savez, voilà, les fiches Stihsan, ça c'est, j'ai vu chez des profs qui offrent à leurs élèves des étoiles comme ça pour les féliciter et tout ça. Un petit geste peut offrir à cet enfant une grande capacité pour pouvoir vraiment apprendre, aller au-devant et puis gérer tout ce qui est gêne, angoisse, on ne sait pas, on ne peut pas, on n'arrive pas, tout ça. Je crois qu'il faut plutôt s'inscrire dans tout ce qui est positif que de s'inscrire dans tout ce qui est négatif parce que ça ne fera que détruire. Donc vous optez pour la solution de récompense quelque part? Moi je dirais comment qualifier, ne serait-ce que par un regard. Vous savez, on a des parents qui ne disent absolument rien. Ils disent on n'a rien dit, voilà. Mais avec un regard qui est là très disqualifiant, qui sont dans une rigidité avec un cadre très froid, vous savez, on peut te dire. Je crois qu'il faut vraiment, si je dis qu'il vaut mieux s'inscrire dans tout ce qui est positif, vaut mieux construire et rester dans tout ce qui peut qualifier et permettre à l'enfant de s'accepter comme il est, mais aussi de lui expliquer que l'apprentissage c'est tout un processus, c'est vraiment de belles expériences. Vous savez, le premier examen, 6e, ce n'est jamais le BEF, ce n'est jamais le bac, ce n'est jamais l'université, ce n'est jamais le mariage. Ce sont des épreuves qui changent dans la vie, mais le fonctionnement est le même. Si on n'arrive pas à offrir à nos enfants les modalités de gérer ces moments aujourd'hui, ils auront du mal à retrouver les réponses demain. Si on ne peut pas, parce qu'il y a des parents qui sont anxieux. Frapper à la porte des professionnels, demander de l'aide et puis voilà, se ressourcer des personnes qui savent le faire. Et vous êtes là pour ça, Aïda Mechri? Oui, je partage avec vous. Alors Aïda, dans quel cas s'inquiéter et lorsqu'on s'inquiète, vers qui s'orienter? Eh ben, je m'inquiète quand il y a un petit symptôme, manque de sommeil, quand l'enfant commence à pleurer, quand il y a une atmosphère très toxique. Surtout si ce n'est pas passager. Tout à fait. Moi, je dirais même si, vous savez, vaut mieux consulter tôt que de pouvoir vraiment s'offrir avec l'idée imaginaire que tout va rentrer dans l'ordre, que c'est normal, que l'enfant va oublier, qu'on saura réparer après tout ça. Moi, je crois que si on ne sait pas, vaut mieux consulter ce qu'on peut offrir à cet enfant. Parce que souvent, ce n'est pas l'enfant lui-même. L'enfant, il a la capacité de jouer. Vous savez, dans notre histoire et puis dans l'histoire des enfants, on a appris que si on les laisse seuls, ils sauront trouver les ressources, le soutien chez les profs, les maîtres, chez les collègues, le travail de groupe. Ils sauront toujours trouver la bonne formule pour réussir. Mais c'est nous, adultes, probablement, qu'on installe un faux cadre, qu'on ne sait pas vraiment à quel moment se rapprocher. Et puis, n'oublions pas, on souligne aussi ces phases de rejet. S'il est petit dans l'apprentissage infantile, ben voilà, il sera rebelle, il va tout rejeter pour dire à ses parents qu'il existe. Il est là, hein, une phase de non très dure pour pouvoir vraiment garder tête haute et voilà le dernier mot. De l'autre, les adolescents, dans leur crise, vous savez, ils font tout pour transgresser toute règle. Eh ben, je ne vais pas réviser, vous n'avez pas à gérer mon espace de temps, je n'ai pas à me reposer, je vais bien, un petit café, vitamine C de l'autre, voilà, des exercices sur les écrans, tout ça. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment jouer le détour. Comment on peut vraiment leur permettre d'exister avec leur force, qui est leur propre identité, mais de l'autre, comment vraiment les soutenir parce qu'ils ne peuvent pas. C'est un moment d'échec là où faire face à face dur, un bras de fer, ça n'aidera personne, ni les adultes, ni l'enfant lui-même. Tout à fait. Alors, Aïda, comment lui apprendre à mieux se concentrer? J'imagine qu'il y a des procédés, il y a des jeux de société, absolument, des puzzles, le sport aussi qui est important, canaliser l'énergie, apprendre aussi à se concentrer sur une seule et unique activité. Regarde, s'il est petit, moi je crois que la concentration c'est tout un apprentissage. Vous savez, il y a des enfants maladroits. Ils sont là, ils peuvent faire, mais s'ils n'ont pas le cadre, ils n'ont pas l'art et la manière de pouvoir vraiment continuer et tenir jusqu'au bout de fil. Hein. C'est comme une chanson. Il peut s'intéresser à la musique, il peut s'intéresser au théâtre, il peut faire plusieurs activités, mais si on n'est pas là à le motiver, à l'accrocher quelque part pour qu'il puisse vraiment investir tous ces mondes, eh bien, il va finir par ne rien faire en fin de compte. Je crois qu'à ce moment-là, tout ce qui est concentration, c'est un apprentissage qui va dans la différence. On peut le retrouver avec des outils très faciles dans la cuisine, c'est jouer dans l'apprentissage. Si on parle de
Se concentrer, c'est la sérénité. Si on manque de concentration, nous, adultes, et on est vraiment donner le anxieux, meilleur exemple. Voilà, je crois qu'il faut travailler cette partie parce que, écoutez, un enfant aujourd'hui, même s'il pleure, vous savez, beaucoup de parents, ils n'ont pas la capacité d'accompagner leurs propres enfants, mais je crois qu'il faut faire un travail sur ça. Travail sur l'apprentissage d'adulte, la parentalité aussi, ça, absolument, tout ce qui est processus éducatif, c'est un apprentissage là où on doit apprendre, on doit faire l'effort d'accompagner et puis ce sont nos enfants qui nous apprennent à mieux faire. Très bien, merci Aïda Machri, merci d'avoir été avec nous ce matin, on vous retrouvera donc lundi prochain. Inch'Allah. Belle journée à vous, allez place à votre rubrique Il était une fois dans le bonjour. Notre journaliste Sabrina Khelefi nous a déniché des images qui montrent comment les Algériens ont passé leur première Aïd après l'indépendance de l'Algérie. Une occasion également qui a coïncidé avec l'ouverture de la mosquée Jama al-Ketchawa. Regardez. Après les quelques dernières heures de la dernière nuit du Ramadan, le soleil se leva sur la ville d'Alger, prête à fêter le premier Aïd de l'indépendance. L'Aïd, qui incarne la joie et la gaieté après un mois de sacrifice, est le symbole de la récompense pour tout ce dont le croyant s'est privé pendant ce mois béni. Le carême est une espèce de loi imposée par Dieu pour mettre à l'épreuve notre courage. Il enrichit notre personnalité pour qu'elle puisse supporter les vicissitudes. Il est une victoire de l'esprit sur la matière, sur les tentations. C'est... Pour ce Ramadan, la mosquée de Ketchawa a ouvert ses portes aux fidèles. Cette mosquée est l'une des plus belles du Maghreb. Ketchawa est de construction relativement récente. Elle a été édifiée au XVIIe siècle. Au cours de la longue nuit coloniale, elle avait été transformée en cathédrale. Elle a été restituée au lendemain de l'indépendance au culte musulman par le diocèse d'Alger après de courtes négociations. Les fidèles ont retrouvé avec ferveur et émotion ce temple imposant dont les lignes à la fois sobres et raffinées témoignent du génie de l'architecture musulmane. L'émotion qui étreignait les croyants ce jour-là, ceux qui étaient présents comme ceux qui communiaient avec eux de tous les coins de l'islam, était encore accrue par le souvenir de ceux qui sont tombés à Ketchawa, les armes à la main, en ce sombre été 1830, pour la défense de leur patrimoine spirituel. Et on a le plaisir d'accueillir à présent le directeur de l'École nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels, Hamza Cherif. Mohamed Cherif, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors je précise que votre école se trouve du côté de Tipaza. C'est ça. Plus exactement de quel côté? Alors, notre école se situe au centre archéologie arabe, anciennement appelé centre archéologie arabe, à l'entrée est de Tipaza. D'accord, pour bien situer cette école. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend dans cette école? Alors, l'École nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels, c'est un établissement public à caractère scientifique, à but culturel et professionnel. L'école forme des étudiants dans le domaine de la conservation et restauration des biens culturels. L'école a été créée en 2008, elle a ouvert ses portes en 2012 et elle a promu en école supérieure en 2021. Cette année, nos étudiants décrochent un master professionnel. Il faut rappeler que l'école elle est sous tutelle du ministère de la Culture et des Arts et aussi du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, quelles sont les conditions d'accès à l'école? J'imagine qu'il y a un examen d'entrée, il y a un niveau à avoir. Il y a un minimum. Alors, pour le moment, puisqu'on est on applique toujours le canevas d'une école nationale, l'accès, il faut avoir une licence en archéologie, ou bien une licence en architecture, ou bien une licence aux beaux-arts. Arts plastiques, mais à partir de la rentrée universitaire prochaine 2022-2023, dès qu'on aura une autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur pour appliquer les mêmes conditions d'accès à une école supérieure, c'est l'accès avec un bac, 2 années d'école préparatoire, ensuite une licence et après un master.
Il y a un âge prérequis à avoir? C'est entre quel âge et quel? Non, c'est comme non, 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 non. C'est les mêmes conditions d'accès comme pour toute école comme pour toute école nationale supérieure. Supérieure, très bien. Alors, vous formez des conservateurs et restaurateurs. Vous l'avez dit, une fois diplômés, ces jeunes travaillent au niveau des musées. C'est le seul débouché pour... Non, pas forcément. L'étudiant titulaire d'un master automatiquement peut être recruté au niveau de toute institution dépendante du ministère de la Culture et des Arts, ça veut dire musée, direction de culture, ou bien aussi ministère des Moudjahidines, parce qu'ils ont des musées à eux, aussi peut être recruté au niveau de l'Office national de la gestion des biens culturels, et prochainement, avec la nouvelle révision de la loi 9804, les étudiants pourront créer des start-up. Parce que cette année-là, Madame la ministre a lancé le slogan du mois du patrimoine, parce qu'on y est, oui, jusqu'à demain, jusqu'à demain, consacré à l'économie culturelle. Alors, oui. nos futurs restaurateurs pourront créer des micro-entreprises dans le domaine de la restauration, de la conservation des biens culturels, mais ça sera avec des conditions, bien sûr. Dans le domaine de la culture, bien sûr. Dans le domaine de la culture, bien sûr. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une réelle demande justement en matière de conservation et de restauration? Et comment, bien sûr. Sur le marché? Bien sûr. Beaucoup de sites, beaucoup d'objets d'art sont dégradés en Algérie? Pas dégradés, mais vous savez, notre territoire est vaste, il dépasse les 2 millions de mètres carrés, très riche en objets archéologiques. Les anciennes fouilles remontent pratiquement au 19e siècle. On sait très bien qu'un objet archéologique qui est fouillé, sorti de son milieu, de son environnement archéologique, automatiquement va s'altérer et il y a des facteurs de dégradation. C'est pour ça qu'il y a toujours une conservation et restauration continue. Alors le travail est toujours là. Il y a toujours la conservation préventive, ce qu'on appelle la conservation curative, à long terme et à court terme. À court terme, tout à fait. Alors en quoi consiste le travail concrètement, le travail d'un restaurateur? Est-ce que c'est seulement la reproduction à l'identique d'un objet d'art? Pas du tout, pas du tout. C'est une des phases, une des étapes. Des missions, si on veut. Mais la première mission d'un restaurateur, c'est justement de travailler directement sur un objet archéologique millénaire. C'est pour ça que à l'école, un des modules, c'est d'apprendre comment l'approche, tout ce qui est, si on veut, la méthodologie, la théologie. Il y a toute une pratique. Avant de toucher à un objet archéologique, il y a tout un enchaînement. C'est très délicat. On ne donne pas un objet archéologique à n'importe qui pour le... Forcément, pour le restaurer. C'est une grande responsabilité. Ouais. Tout à fait. Alors, combien de personnes sont diplômées chaque année de votre école? Juste pour avoir une idée, un chiffre. Sincèrement, la formation, nos étudiants, on a une dizaine. Et tant mieux. Je dirais tant mieux parce que... Vous visez la qualité, pas la quantité. C'est ça. On vise la qualité plus que la quantité. Je viens d'en parler. C'est une responsabilité. Alors que l'étudiant, dès qu'il décroche son diplôme, sa formation doit être une formation, on dirait, à 90%. Il doit aller à un stage pratique dans des musées, dans des réserves. Alors, tant qu'il n'y a pas un nombre important, tant que l'étudiant peut travailler tranquillement, et aussi au sein de l'école, toucher les instruments, etc. Ils n'ont pas, est-ce que vous avez des échos de vos anciens étudiants, vos anciens diplômés? Ils ont facilement trouvé un travail juste après? Nos anciens étudiants continuent leur cursus parce que les premières promos avec une licence et maintenant ils continuent leur cursus à un master. Ah, c'est une bonne nouvelle. Alors, comment ça se fait justement? On va revenir sur cet aspect-là. Comment ça se fait qu'en Algérie, il y a beaucoup de sites, de monuments, d'objets d'art qui, enfin, je vais utiliser un mot, délabrés, délaissés? Est-ce que c'est un manque de moyens financiers? Je dirais pas délabré. Un problème de main-d'œuvre? Non, c'est pas un problème de main-d'œuvre. Je vous ai dit, la richesse de notre pays et l'étendue de notre pays, elle nous explique, il y a tellement de sites archéologiques, il y a tellement de musées et d'objets archéologiques que la demande elle est très forte. Cette école, on peut dire qu'elle est nouvelle, elle a vu le jour en 2012. Oui. Alors ça, que la formation, on est en train de former les premières générations. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des anciens restaurateurs, ils ont fait leur boulot, les anciens, qu'ils ont acquis un savoir-faire manuel, et des fois on peut faire appel à eux
parce qu'ils ont une doigté, un côté pratique plus qu'un côté scientifique. C'est un complément pour l'école. Donc avant cette école, la formation se faisait de manière... La formation c'était l'Institut d'archéologie, mais maintenant l'école de restauration, elle est dépendante du ministère de la Culture, elle est spécialisée dans le domaine de la conservation et de la restauration des biens culturels. Très bien. Alors, les diplômés pourront intervenir dans tout le secteur de la culture au niveau national, c'est-à-dire toutes les institutions qui relèvent du ministère de la Culture. De la Culture, c'est ça. C'est ça, tout ce qui appartient au ministère de la Culture et des Arts. D'accord. Alors, en matière de restauration et de formation, le partenariat avec les organismes étrangers est nécessaire, plus qu'une obligation, forcément, pour travailler ensemble, notamment lorsqu'il s'agit de restaurer des sites historiques. Pas forcément pour un site historique, un site ou un objet. Justement, on vient de signer en 2012, l'école a signé avec la République de Tchéquie, avec l'université de Pradubis, j'espère que je n'ai pas écorché le nom de l'université, et faculté de conservation et de restauration, une convention allant pour la formation d'étudiants dans le domaine de la restauration. Il y aura des spécialistes qui devaient venir restaurer les statues du théâtre d'Oran. D'Oran, situation sanitaire Covid oblige, mais il y a toujours un échange scientifique avec l'université de la République tchèque. Des cours sont envoyés par des spécialistes. Nos cours seront transmis à nos étudiants au niveau de l'école. Il y a toujours un échange scientifique dans le domaine. D'accord, d'accord. Alors j'imagine qu'il y a aussi des partenariats avec des écoles étrangères aussi pour un échange. Il y a eu en 2016 un échange avec l'Institut national de conservation et de restauration des biens culturels à l'ICR de Rome. Une promo d'étudiants, ils sont partis directement pour un mois de stage pour acquérir plus de connaissances, acquérir des nouvelles technologies utilisées dans le domaine de la conservation et restauration, pouvoir manipuler tout ce qui est nouveaux instruments, par exemple dans la matière de la modélisation, la 3D des objets archéologiques, etc. D'accord, très bien. Alors, vous savez que l'Algérie est en pleine transition numérique, c'est une très bonne nouvelle. Les choses vont très vite avec les avancées technologiques que nous connaissons actuellement. Est-ce que vous travaillez aussi en faisant appel à ces technologies, ces nouvelles technologies? Bien sûr, on a des modules au niveau de l'école supérieure. Un module dédié à la photogrammétrie, c'est-à-dire c'est la prise de photos d'un objet archéologique sur plusieurs angles. Et aussi, on a un scanner 3D de modélisation des petits objets qui peut permettre à l'étudiant de le manipuler, de ne pas toucher, de créer une copie en 3D, en plus avec une imprimante 3D, on peut l'imprimer. On a à l'école, on a le scanner 3D. L'étudiant doit apprendre, parce que dans le futur, il est appelé à travailler dans un musée. Par exemple, un musée, un objet d'une valeur inestimable, un petit objet. Il faudrait savoir le toucher. Peut le scanner, le modéliser, le restaurer, le scanner, le modéliser, faire une copie, et la copie peut être transportée, exposée dans les autres musées, et la copie originale reste dans le musée lui-même. Très bien, merci Hamza Mohamed Cherif. Alors, dites-nous, avant de partir, les inscriptions, c'est à partir de quand? Vous m'avez parlé de l'année 2022-2023, cette année 2021-2022, ça sera toujours... On doit accueillir les étudiants qui ont une licence en archéologie pour s'inscrire aux licences en architecture, pour s'inscrire au master. Les inscriptions débuteront selon le calendrier de l'enseignement supérieur. Je peux, pour nos futurs étudiants, consulter la page web de l'école, encrbc.dz, ou bien la page Facebook de l'école. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Hamza Mohamed Cherif, donc vous êtes directeur de l'École nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels qui se trouve du côté de Tipaza. En tout cas, on espère que ça va susciter un véritable engouement de la jeune génération. On a tendance à croire que ce métier-là, c'est pas pour les jeunes, mais en fait, si. Au contraire, c'est pour les jeunes. C'est un lancement, c'est un créneau. Un nouveau créneau dans le domaine du patrimoine. Très bien, merci d'avoir été avec nous, belle journée à vous. Merci, au revoir. Amis téléspectateurs, on n'a pas beaucoup consommé le mois de Ramadan qui vient de s'écouler, le soleil de retour et donc les pêcheurs également. Donc les pêcheurs qui sont de sortie, le poisson va sans doute revenir dans nos assiettes. Les professionnels de la filière se préparent donc pour la saison chaude, estivale. Et pour s'enquérir des préparatifs, je vous propose de suivre ce reportage sur la poissonnerie d'Alger, un travail réalisé par notre reporter journaliste Fari El Hamdi. On revient juste après. Au bord de la Grande Bleue, amarrée au port d'Alger, des sardiniers, des crevettiers, la poissonnerie d'Alger, un point de vente en détail.
Réhabilitée, cette infrastructure réalisée en 1937 est de 3260 mètres carrés. Ça fait partie du patrimoine algérois. On est à la base du vieil Alger de la Kasbah et ça nous rappelle peut-être un peu l'Alger d'antan, l'Alger du 19e, du 18e siècle, l'Alger des pêcheurs et le vieil Alger en tout résumé. Une poissonnerie qui fait le bonheur des amateurs de spécialités de la mer. Une concession que Nasreddin gère depuis 4 ans. حنا عندنا نخدموا البوسون فري اون بليس عندنا ان سيرفيس دو تريتور محضر طعام نخدموا البوراك لي سوب دو بوسون لو بيس دو كروفات لو بيس كروفات سي ا باز دو كروفات نخدموا غير بلا كروفات كروفات رواية كروفات بلونش كروفات سي ا باز دو كريستاسي ميم دي فوا نديروا معاه ميم لونغوستين نديروها معاه واش تقدر تقولنا على بوسونري دالجي لا بوسونري دالجي سي لو بوسون فري بوسون فري سي حوت حي لا من البلاصه هذه البلاصه هذه يعني رانا نشوفوا باللي بلاصه قديمه وي باتريموان هذه كما نقولوا رمز هذه ايماج الجي. Alger la Blanche a tout pour séduire, charmer, attire les gens en quête d'aventures authentiques. Je suis zen, voilà. واش نحس ما نحس والو نحس البليزير توتال بعيد عليك لاكسون بعيد على الهراج بعيد على كلش فوالا سي ما باسيون سي مون بليزير حنا دو بير اون فيس ميم بابا الله يرحمه c'était un pêcheur de plaisance mon frère aussi c'est un avocat il est de pêcheur de plaisance on est comme ça c'est une passion qu'on ne peut pas de père en fils c'est une famille que c'est des héritages d'Alger. Nous avons rencontré Ami Boualem Mehdid, ancien armateur et plongeur professionnel. Il nous raconte son histoire d'amour avec la mer. Ami Boualem, c'est un ancien marin qui a commencé à naviguer en 1950. Et il a continué dans sa vie, toujours dans la marine, sur les bateaux à vapeur, les bateaux à turbine, les bateaux à moteur, et jusqu'au jour où il a acheté un bateau et est devenu armateur de son propre bateau, un chalutier. C'était l'île La Réunion, la Pointe des Galets. Là-bas, il y a la marée de 6 mètres. Le port, il y a le port, il يطلع ب 6 متر ويهبط ب 6 متر. les 6 متر اللي يطلع فيهم البحر لي روكان يدخلوا. كي يخرجوا البحر ساعات لي روكان سون بيجي. وبزاف الناس يجوا يعوموا تماك وما يعرفوش. راحوا يعوموا. مي ما فاقوش بلي يابا دي روكان. خرجوا من الروكان وبداو يجبدوا روحهم. الاولاني جبدوا الاولاني خلخلوه هو الثاني الثالث وشفتهم ياكلوا فيهم هكذاك وانا نشوف في عينهم وانا فوق بابور اللي كنت فيه واسمه لو نونت البابور فرنساوي لو نونت هكذا نشوف فيهم ياكلوا فيهم لي روكان. Un peu plus loin, des hommes face à une mer étincelante vivent au gré de ces richesses des ramandeurs. Les méthodes restent artisanales. كاين كل شبكه كيفاش تخيط تاع الشلوتي يخيط تاعها خشين تخيط بخيط الخشين كاين تاع السرديني تخيط بخيط الرقيقه وبتيميتي كيف كل شبكه كيفاش تخيط هي خياطه واحده اللي ما كيف حساب واحد حساب كيف كيف مي يخالف غير الخيط برك هذا ما كان كي بديت البحر في سمانه نبدا نخيط في سمانتي وبكري كنا نخيطوا باطل ماشي بالدراهم نروحوا للبحر وكي نجون نخيطوا باطل ودرك لا درك الخياطه ولات بالدراهم درك مثلا يجي الصباح يحط الشبكه في الغيران الا لقيت الغيران نخيط فيها ولا ما لقيتش الغيران ما نخيطش فيها تخيط جهه اخرى هاي كيف نجيب جورني تاعي جهه واحده اخرى.
Transition toute faite pour accueillir notre deuxième invité, Islem Bentahar. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Alors vous êtes océanographe, plus précisément biologiste marin. Je ne savais même pas que ça existait. Bah oui, ça existe. C'est biologiste marin, c'est celui qui s'occupe il y a différents domaines, donc domaine de la recherche. Et un biologiste marin s'occupe du travail, du suivi, de l'accompagnement, de la recherche sur les océans et les mers. En l'occurrence, en Méditerranée. Et tout ce qui s'y trouve. Bien évidemment, donc les espaces, donc la mer, la Méditerranée et les espèces. Tout à fait. Alors votre maîtrise des disciplines scientifiques comme la biologie et l'océanographie vous permettra de nous renseigner sur la richesse de nos fonds marins et de l'importance de l'écosystème biologique. Alors déjà, est-ce que nos côtes algériennes, donc les côtes algériennes, subissent de manière dure la pollution, conséquence directe de l'activité humaine? Tout à fait. De toute manière, c'est tout le bassin méditerranéen qui est occidental et oriental, qui est donc sous impact des activités anthropiques, que ce soit la pollution, donc les rejets industriels ou les rejets domestiques. C'est vrai qu'en Algérie et un peu partout en Méditerranée, il y a eu des installations qu'on appelle des stations d'épuration pour que les eaux qui sont rejetées sont traitées avant qu'elles regagnent la mer, avec un taux de pollution beaucoup moins impactant. Mais il y a beaucoup plus, c'est-à-dire plus que la pollution, il y a la pollution aux macrodéchets aussi, la pollution par les rejets comme j'ai dit, mais aussi une pollution qui peut être aussi liée par les installations industrielles sur la côte. Tout à fait. Alors est-ce que c'est toute la Méditerranée qui est concernée par la dégradation de l'environnement sous-marin et de l'extinction des espèces? J'imagine que oui. Toute la Méditerranée, que ce soit tous les océans bien évidemment, vous avez le bassin occidental, le bassin oriental, la Méditerranée, mais des extinctions, jusqu'à présent il faut mettre en place des suivis de protocoles de monitoring, ça existe pour permettre de faire du suivi temporel, pour voir si ces espèces-là se dégradent, est-ce que leur nombre régresse, mais il y a effectivement un impact fort sur la Méditerranée des activités humaines qui malheureusement aujourd'hui on le voit notamment sur les changements climatiques. Donc une perturbation liée aux changements climatiques sont donc les changements globaux, changements climatiques avec le réchauffement climatique. On a des températures qui sont beaucoup plus élevées qu'il y a une cinquantaine d'années, ce qui a un impact énorme sur la structure, on va dire, des écosystèmes. Ça fluctue aussi au niveau fonctionnement de l'écosystème, puisque chaque espèce dans son espace a son rôle à jouer, mais si cette espèce-là n'existe plus, ou ses effectifs sont beaucoup moins nombreux, on va dire, ou l'apparition de nouvelles espèces qui sont, elles, non indigènes, on va dire, à Méditerranée, on parle d'espèces non indigènes d'ailleurs, qui viennent quelque part, qui viennent de mer, de la mer Rouge, bien évidemment. Il y a des espèces qui sont là, on compte pratiquement 70 espèces non indigènes en Méditerranée occidentale qui viennent soit du bassin oriental. À titre d'exemple, au Liban, sur la côte libanaise, il y a plus de 80% des espèces sont d'origine de mer Rouge tropicale. Donc les espèces indigènes. Non indigènes. Non indigènes, voilà, non indigènes. Donc ça a vraiment un impact sur le fonctionnement, ça a un impact sur la structure, c'est un impact aussi économique aussi, parce que les pêcheurs qui ont l'habitude de pêcher par exemple des espèces qui sont indigènes, qui ont une saveur, qui ont une valeur, qui ont une habitude de consommation, ben en fait ils se retrouvent avec de nouvelles espèces. Je donne à titre d'exemple, en Tunisie, il y a une espèce de crabe qui est arrivée il y a 5-10 ans à peu près, ils appellent ça le daesh, mais c'est un crabe vert. C'est un crabe plutôt bleu, pardon, qui est d'origine atlantique, mais qui pullule en Tunisie. On l'a observé en Algérie, il pullule parce que il y a toutes les conditions favorables pour son développement. Conséquence directe également du réchauffement climatique, dérèglement climatique. Tout à fait, exactement. On a quelques espèces quelques individus qui ont été observés à Oran, à Razaouet et aussi à Djidjel, mais sans conséquence pour l'instant parce que c'est des observations sporadiques. Quoique sur les côtes algériennes, on a pu apercevoir ces dernières semaines l'apparition d'un organisme, d'un mollusque, d'une méduse qu'on appelle la galère portugaise. Je ne sais pas si on peut appeler ça une méduse. Ça fait partie de la famille des méduses. C'est la famille des cnidaires, comme les méduses, comme les corails constructeurs qu'on appelle astroïdes, comme d'autres espèces. C'est une nouvelle espèce ou pas?
la méduse qui est rentrée ou, Oui, la galère portugaise. La galère portugaise. Elle nous met un peu en galère, c'est vrai. Totalement, totalement. Elle est mortelle, hein, donc nocif, mortelle. Pour certains cas, ouais, elle est mortelle. C'est pas une espèce qui est méditerranéenne à la base, on la retrouve beaucoup plus sur des eaux tropicales, atlantiques. Elle est venue de loin. Hein. Mais on l'a observée sporadiquement d'une façon dans les dernières années, donc 15-20 ans, mais avec l'avènement des nouvelles technologies, avec la fréquence d'observation, avec surtout la pression d'observation des pêcheurs, des nageurs, des usagers de la mer, des plongeurs. Donc on arrive à la voir, et surtout avec les réseaux sociaux. Donc maintenant on peut poster une photo, on peut poster une vidéo, et ça peut amener l'information, elle converge vers toutes les personnes qui sont intéressées par ce type d'espèces, disons, ou de cette thématique-là. Donc du coup, pour revenir à votre question, c'est pas une méduse, c'est ce qu'on appelle un siphonophore. Oui. C'est la famille des méduses, la sous-classe des citaraires. C'est, disons, c'est une méduse. Il y a deux types de méduses. Il y a le type polype qui est fixé. Et après, vous avez la méduse qu'on connaît, la Pelagia noctolica, que vous connaissez, la pélagie, qui est une méduse violette, que vous connaissez, que tout le monde connaît en Méditerranée, surtout pendant la saison. Tout le monde a eu à rencontrer, à croiser. Hein. La toute petite, elle est toute gentille, mais très urticante. Donc celle-là, c'est un individu à part entière. Par contre, le siphonophore, la galère portugaise ou la vessie de mer, c'est une colonie. C'est plusieurs individus. Ils sont venus en masse, hein. Débarquement. C'est plusieurs individus qui constituent une colonie. Et donc chaque individu, donc il y a une section, chaque section d'individus, elle est composée de polypes. Et chaque section elle a son rôle, sa fonction, dont, disons, le fonctionnement de la colonie ou la reproduction de la colonie. Donc vous avez la vessie, donc cette poche à gaz, donc ce qu'on appelle le pneumatophore, qui est remplie de gaz. Donc c'est la partie qui est émergée. La plus apparente. La plus apparente. Elle permet, c'est un peu, disons, le moyen de locomotion de la galère portugaise. Ça permet, avec ce gaz, donc elle est en flottaison nulle, et elle permet, au gré des courants et au gré des vents, de se déplacer. C'est pas comme les méduses où elles ont un jeu, disons, de yo-yo pour pouvoir se déplacer. Ouais. Elles ont des récepteurs pour, si elles sont stressées ou il y a un prédateur, elles peuvent se déplacer avec des petits mouvements. La galère portugaise, non. Elle se laisse au gré des courants, etc. Après, la partie qui est beaucoup plus immergée, là, c'est la partie la plus dangereuse. Donc, il y a des parties qui sont liées à la reproduction, des sections qui sont chargées de la reproduction, chargées de l'alimentation, ou bien chargées aussi disons, de la digestion. Et ces polypes-là sont pleins de cellules toxiques, urticantes, qui sont libérées au premier contact avec soit un animal. Donc c'est une espèce qui est essentiellement carnivore, donc elle s'alimente de poissons. D'accord. C'est le cas de toutes les autres, les autres organismes? Non. La Pelagia noctulica, que tout le monde connaît. De plancton. Plancton, tout à fait. Essentiellement de plancton. Ouais. D'accord. Alors s'il y a piqûre, qu'est-ce qu'on doit faire pour porter secours à la personne touchée? Alors, déjà, il faut la sortir de l'eau. Si elle est touchée en mer, donc si on l'observe en mer, il ne faut pas la toucher, il faut l'éviter. Si on est sur un bateau, si on est curieux, il faut rester sur le bateau, vous l'observez de loin. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ces tentacules peuvent atteindre, en moyenne, c'est 30-20 mètres. Mais ça peut atteindre jusqu'à 50 mètres. Donc, dans un périmètre de 50 mètres, il ne faut pas rester autour de cette espèce. Si vous la voyez, vous la fuyez. Ça, c'est clair. Comment la reconnaître? Elle est un peu, on l'a vu sur les images, bleutée, légèrement bleutée. Bleuté, violacée. Mais c'est ce qui est significatif et singulier chez cette espèce, c'est cette poche qui est en surface, qui ressemble un peu à une vessie, à un ballon un peu ovale, strié. Il faut l'éviter. Donc, si on est touché par ces tentacules, vous voyez les tentacules, ce sont des crochets. Des espèces de crochets qui vont toucher plutôt l'animal ou l'humain dans ce cas de figure-là. Donc ces crochets vont pénétrer l'épiderme et ces cellules vont sécréter un venin toxique, donc une protéine toxique qui, elle, va agir en fonction de la physiologie de la personne, va avoir une réponse en fonction de sa physiologie, en fonction de l'impact, disons, de la piqûre. Ce qu'il faut faire... Oui. Il ne faut jamais frotter, il faut mettre de l'eau. Voilà. Soit vous avez du vinaigre, ça c'est. Pour apaiser, il faut mettre du vinaigre, laisser du vinaigre agir pendant 2 minutes, après rincer avec de l'eau chaude, environ 40 degrés, pendant 40 minutes.
pour la physalie. Hein. D'accord. Pour la okay. physalie. Pour la méduse violette, c'est plutôt Pélagia, c'est un autre protocole. Mais pour la méduse, pour la physalie... C'est ça dont on parle, bien sûr. Voilà, bien évidemment. La du vinaigre, de l'eau pendant plus de 40 minutes minimum. Et minimum pour éviter que l'expansion de la toxicité part dans les vaisseaux de l'individu touché. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Donc, Islam Bentahar, merci du rappel que vous êtes océanographe, plus précisément biologiste marin. Merci, belle journée à vous. Merci à vous. Très bien. Eh bien, on va retrouver via Skype Ali Thaïlandais. Bonjour. Bonjour. Vous nous entendez bien? Oui. Alors, super. Alors, déjà, d'où vient ce surnom? Pourquoi Thaïlandais? Vous m'entendez ou pas? Là, le visage comme les Thaïlandais. Même. Ah, on ne vous entend pas très bien. Ali, Thaïlandais, c'est pas grave. Alors, vous êtes guide le Gondor de Thaïlande. D'accord. Alors, monsieur Ali Thaïlandais, vous êtes guide. Vous activez essentiellement au niveau du lac Tonga, qui se trouve dans un complexe de zone humide, dans le troisième complexe le plus important dans la région méditerranéenne. J'imagine qu'il y a beaucoup de belles choses à voir sur place. Oui. Alors, je vais vous demander quelque chose dans un premier temps. Est-ce que vous pouvez éviter de trop bouger, gesticuler? C'est pour le confort du téléspectateur et de l'écoute aussi. C'est parfait. On a une belle vue. Merci. C'est bien. C'était parfait, merci. Alors, vous êtes guide, monsieur Ali Thaïlandais. Il y a, au niveau, donc, vous activez essentiellement au niveau du lac Tonga. Il y a de belles choses à voir là-bas? Oui. Oui. Dites-nous. Dites-nous. En tout cas, on s'excuse de la qualité de la communication. On reviendra juste après. Je vous laisse avec ce sujet de Ariles Ould Hamouda. On revient juste après. Floristique et faunistique est très importante du fait qu'il se trouve dans le bassin méditerranéen. Il englobe des espèces faunistiques et floristiques très rares. Il se trouve sur la ligne ou bien sur la voie de migration qui s'appelle Flyway. C'est la plus grande voie de migration des oiseaux d'eau hivernants. De multiples dangers guettent cette zone humide. Elle fait face à une réelle menace de dégradation à travers certaines pratiques illicites qui impactent la qualité biologique et le fonctionnement écologique de ce site naturel. L'une des autres principales activités du parc, c'est le suivi des délits et des infractions sur le territoire du parc. Car cette opération s'effectue en conjointe collaboration avec la conservation des forêts de la vallée de Tarf. Donc c'est pour poursuivre les délinquants, surtout au niveau du bassin hydrographique, c'est-à-dire la partie amont du site Ramsar, du fait qu'il y a beaucoup d'activités néfastes pour les lacs, notamment la coupe du bois, les défrichements, le surpâturage, donc qui va se répercuter sur la santé des zones humides et qui va contribuer à moyen ou à long terme à la disparition des sites Ramsar. Nous
nous assurons la protection, la préservation des sites naturels et du site Ramsar au niveau du parc national d'El Qala en matière de sensibilisation et vulgarisation par un programme d'activité tout au long de l'année. Le parc national d'El Qala organise des opérations financières ou non financières par les programmes de volontariat avec les différents secteurs et les différents partenaires du parc national d'El Qala pour éliminer tous les déchets solides au niveau des déchets sauvages, au niveau des espaces naturels ou les milieux naturels et aquatiques. Le lac Tonga fait partie intégrante du parc national d'El Qala, qui nécessite l'application et le suivi strict des protocoles techniques de conservation de la biodiversité d'intérêt mondial en Algérie. Un sujet signé donc Ariles Ould Hamouda, donc c'était le lac Tonga. On était en train de s'enquérir de l'état de cette zone humide, bien qui se trouve dans un complexe le troisième le plus important dans la région méditerranéenne. Allez, on passe à présent à votre rubrique pédagogie avec Fela Abraz. Bonjour Fela. Bonjour Nour. Comment ça va? Alhamdoulilah, merci. Alors on va parler ce matin de la prise de parole en classe, pas si évidente que ça, j'ai envie de dire. Pas si évidente que ça, Nour. Effectivement, tous les élèves sont en classe. Est-ce qu'ils prennent la parole? Est-ce qu'ils répondent aux questions aux professeurs en classe? Est-ce qu'ils posent des questions? On va le voir dans quelques instants, si vous voulez bien, dans le reportage qui a été tourné dans l'école CEM Moulay Ali à Chiraga, dans la périphérie de la capitale à Alger. Voilà. Très bien. Alors, j'imagine que c'est un aspect essentiel dans l'apprentissage d'un enfant, de prendre la parole. Ça permet de participer avec les autres camarades de classe, mais également avec le professeur. Effectivement. Il va répondre aux questions, mais aussi il va poser des questions. On va voir dans ce reportage que la plupart des élèves répondent, quand ils ont répondu à mes questions, est-ce qu'ils participent en classe? Tout le monde avait accès sur la prise de la parole en répondant aux questions au professeur. Mais très très peu ont parlé, des élèves n'ont pas évoqué d'autres aspects, c'est-à-dire poser des questions au professeur. Prendre la prise de la parole, c'est très important. Ça va déterminer quelque part la personnalité de l'enfant, son apprentissage et puis en fait sa présence au milieu d'un nombre d'individus et son rôle en classe en fait. Là on va le voir si vous voulez bien. Tout à fait, on va voir dans quelques instants, ça va arriver dans pas longtemps. Alors Fela Abraz, dans certains établissements primaires, la participation en classe est notée. Elle est notée, avant c'était noté, mais ce n'est pas réellement le cas actuellement. Ce n'est plus je vais dire c'est important pour les enseignants, mais ce n'est pas avant c'était, on va dire, pas une matière en fait, c'était la conduite de l'enfant. Est-ce qu'il était sage ou pas? Est-ce qu'il prenait la parole en classe? Mais ça c'est le rôle en fait du professeur, de l'enseignant, de motiver, de booster les élèves en classe pour les mettre en confiance. On en avait souvent très parlé, vous et moi, dans cette rubrique, c'est mettre en confiance l'enfant pour qu'il prenne la parole, à répondre aux questions, mais aussi à poser des questions. Ça, c'est très important. Alors, vous avez, Fela Abraz, réalisé un reportage sur cette même thématique, donc au niveau d'un établissement public à Ali Moulay du côté de Chiraga. Je vous propose de suivre ce reportage et on revient juste après. La participation des élèves en classe est un aspect important de l'apprentissage. En effet, lorsque les élèves prennent la parole en classe, ils apprennent à exprimer leurs idées de manière à ce que tout le monde puisse les comprendre. La participation en classe est également un outil d'apprentissage précieux. Parfois, les élèves ne participent pas en classe, mais lorsqu'ils sont engagés, motivés et attentifs, ils écoutent mieux les instructions et répondent plus rapidement aux questions. Il y a des élèves qui participent parce qu'elle est très importante pour bien confirmer les informations. كما ما نفهمش نسقسي الشيخه وهي تفهمني وتزيد لي المعلومات. نمي الشجاعه تاعي. نشارك على جال نجيب لاموين مليحه. لازم نشاركوا ثاني باش ندو معلومات ونصحوا الخطا تاعنا كي نقدروا بالك نجيبوا الاجابه خاطئه. Créer un environnement d'apprentissage engageant peut parfois représenter un défi pour les enseignants. Mais comment faire participer les élèves en classe? Je leur donne des questions, je leur donne le temps à réfléchir. Je vais commencer mon cours à partir d'une situation de communication. Faire participer les élèves en classe est une tâche difficile. Quelques stratégies efficaces ont été trouvées par les enseignants pour motiver et impliquer davantage les élèves.
Ceux qui ne veulent pas répondre, je leur demande de pourquoi, je leur demande de construire des phrases. Juste pour entendre leur voix. Je dois quand même trouver des solutions de remédiation pour combler les lacunes de mes élèves par en fait des tâches à faire, à réaliser. Tout dépend des besoins de chaque élève. Les élèves apprennent mieux lorsqu'ils écoutent et qu'ils parlent. Ils pensent avec des mots et apprennent souvent en parlant. Pour faire participer les élèves en classe, il faudrait aborder différents styles d'apprentissage en transformant les leçons en jeux ou en anecdotes. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Petit souci technique, on n'a pas pu voir la suite, l'ensemble du reportage qui a été fait par vous, Felabraz. Oui, alors voilà, j'avais rencontré deux professeurs qui avaient répondu aux questions, Madame Khalida Chouaf qui est professeure de français et Madame Saïda Bourafala qui est professeure d'anglais au CEM Moulay Ali de Cheraraga, dans la banlieue d'Alger, pardon. Alors je disais que la plupart des élèves, les professeurs avaient dit qu'ils préparaient le cours en posant des questions au préalable aux enfants pour les motiver et des questions relatives bien sûr au thème qui sera élaboré dans la salle de cours. Sauf que en général, même les enfants que j'avais interviewés, c'est des enfants qui disaient leur participation en classe était juste résumée à répondre aux questions. C'est très rare de voir les élèves qui prennent la parole en classe, d'être en confiance et de poser des questions aux professeurs s'ils n'ont pas compris quelque chose ou s'ils ont une information de plus par rapport au cours qui est présenté. Mais des solutions existent. Elles sont là. Par exemple, il y a la participation. On peut intégrer les enfants en cours, c'est-à-dire en leur demandant de préparer le cours du lendemain, que ce soit en sciences, en arabe, en français, ça dépendra de la leçon ou en histoire-géographie, que les enfants prennent, maintenant l'internet existe, ils prennent l'initiative de préparer le cours à la maison et puis le professeur choisira, déjà ça va faire une révision aux élèves et choisira le lendemain en classe une ou deux élèves ou trois, par exemple de monter au tableau carrément sur les strates et de prendre la parole et d'expliquer aux enfants et le professeur est là pour encadrer, corriger, orienter pour que le cours se fasse d'une manière normale. Il y a également, comme vous le savez, nous, dans le temps on a toujours fait les exposés. Oui, des présentations. Voilà. Avant, alors sachez que d'abord ça se fait en groupe. Un exposé se fait en groupe quand on est au CEM ou au primaire, mais au lycée c'est individuel. C'est un travail qui se fait individuellement à la maison ou dans la bibliothèque. C'est qu'il y a un élève au lycée qui va présenter le cours et ça c'est une prise de parole et c'est très très important. Je me rappelle, là, pour l'anecdote, je me rappelle très bien au lycée, il y avait un élève avec moi, un lycéen dans la même classe, on est resté 3 ans dans la même classe. Il était en première année, il ne prenait jamais la parole parce qu'il avait un problème de bégaiement. Il bégayait. Oui. Et le professeur lui avait dit, je me rappelle très bien, c'était Madame Chir, le professeur d'arabe, qui avait insisté à ce que l'élève prenne la parole. Et effectivement, au fil des cours, au fil de l'année, en fin d'année scolaire, l'enfant, en fait, quand il était guéri, parce qu'il prenait la parole, il était plus timide, il ne rougissait pas. C'est très important. Alors, prendre la parole en classe, en fait, c'est une forme d'apprentissage, ce qui est très important pour chaque enfant, pour se retrouver en public, on va dire un public réduit, ce sont que ses camarades qui les connaissent depuis déjà quelques mois, on va dire, s'ils sont rentrés au mois d'octobre dernier, il les connaît, tout le monde devrait être en confiance. Prendre la parole, c'est poser des questions et puis également répondre aux questions de l'enseignant parce que je tiens à le redire, dans ce reportage, tous les élèves insistaient à ce que la prise de parole, quand j'avais posé la question, pour les élèves, c'était une question de répondre aux questions de l'enseignant. Et qui ne prenaient pas forcément l'initiative de prendre la parole pour poser des questions. Ils ne s'engageaient pas à lever le doigt ou la main pour poser une question s'ils n'ont pas compris quelque chose. Et c'est très important de mettre en confiance l'enfant et de les motiver
pour qu'ils se sentent bien et puis préparer la génération du futur. Tout à fait. Fela, pour les plus timides, qu'est-ce que vous recommandez? Pour les plus timides, en fait, quand c'est les professeurs à prendre l'initiative de les booster, de les mettre en confiance, c'est-à-dire que leur dire s'il y a une faute, s'ils bégayent, s'ils sont timides, s'ils vont rougir, les autres élèves ne vont pas les juger. Il ne faut pas qu'il y ait des jugements. Et puis, il y a certains enseignants qui applaudissent leurs élèves quand ils prennent la parole. Pour redonner un peu plus de confiance à l'élève. Et il y a également le bon point qui existait dans le temps. Il existe toujours dans les écoles primaires. Je parle des écoles primaires parce que c'est là où on prépare les enfants, ceux du CEM et ceux du lycée. C'est-à-dire que si un enfant prend la parole, s'il a du mal à prendre la parole, c'est au professeur de le booster, à ce qu'il raconte sa vie par exemple, ce qu'il a fait le week-end, ce qui est en relatif avec la leçon du jour. Et par la suite, il faut l'applaudir, il faut le motiver, l'encourager, surtout l'applaudir. S'il y a des rires dans la classe, le professeur, l'enseignant devrait sévir, pas punir en fait compte, mais remettre les choses dans l'ordre et donner un bon point pour l'enfant. Ça, c'est très important. Là, l'enfant sera en confiance et il pourra être équilibré en fait, compte le préparer dans un avenir prochain pour le CEM. Pour mieux communiquer aussi. Oui, effectivement. Merci Fela Abraz, merci d'avoir été avec nous. Alors vous restez, on va rejoindre de nouveau Ali Thaïlandais qui se trouve au niveau du lac Tonga. Bonjour Ali. Bonjour madame. Vous nous entendez bien? Bah, j'imagine que oui, c'est à vous. Allez-y, dites-nous. Oui. Alors, vous vous trouvez au niveau du lac Tonga. Parlez-nous de votre métier, donc, qui est de guide touristique. Oui. Oui, je suis guide, ça fait 19 ans de lac Tonga. J'ai beaucoup de visiteurs ici. Comme le digital, le uniforme de Singapore, il existe beaucoup plus des pays asiatiques. Il y a merci des visas de trèfle à trophée. J'étais avant la lutte, c'est une fête, on va disparaître. Et manger les postes. Très bien, ça se coupe, on a du mal à vous comprendre. Très bien, merci. Allez Thaïlandais, on reviendra la prochaine fois quand on aura une meilleure connexion. Toutes nos excuses en tout cas pour la qualité de cette communication. En tout cas, c'était Ali Thaïlandais qui se trouve du côté du lac Tonga. Fela Abraz, ça serait bien de parler la prochaine fois des visites de ces sites pour les enfants. Prochainement. Les points positifs que ça pourrait apporter aux enfants. Oui, dans quelques temps, on en parlera après les compositions parce que ça démarre dans quelques temps avec les examens également. Il y aura des visites pédagogiques pour les enfants. On va les accompagner. On reviendra avec les reportages. Tout à fait. Merci Fela, belle journée à vous. Merci à vous. Sensibilisation et prévention à présent, on ne cessera de vous le rappeler, ces petits gestes pour vous protéger, vous et protéger votre entourage, ces gestes qui peuvent aider à limiter la transmission et donc la propagation du Covid-19, ils sont vos meilleurs alliés. Je vous propose de suivre ce spot sensibilisation, on revient juste après.
Allez, on est de retour. J'attendais le retour en face de l'écran. Alors, on est en compagnie de nos deux dernières invitées. Donc, Friel Bouhounali, pardon. Bonjour à vous. Bonjour. Yousra Haddadi, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je tiens à préciser que vous êtes donc étudiante à l'École nationale de Polytechnique d'Alger et vous faites partie du club scientifique CAP. Alors, CAP, pourquoi ce nom? C'est le club d'activité polyvalente. D'accord. Et si on peut avoir une petite présentation de ce club, ça serait bien. Alors, le club d'activité polyvalente est le club de l'École nationale polytechnique qui a été fondé en 2010 par 2 jeunes étudiants. On compte aujourd'hui plus de 11 ans d'existence. Oui. Le CAP a pour but de développer les compétences des étudiants et les initier à la vie professionnelle. On organise plus de 8 grands événements par année, tels que le Wikistage Alger, Stock Market Simulation, et on compte plus de 10 000 participants chaque année. Nos événements sont de but caritatif, scientifique, culturel et tout autre. D'accord, très bien. Alors, combien d'adhérents aujourd'hui vous avez au sein de votre club scientifique? On dirait environ adhérents. 300. Combien de personnes, oui? 300 personnes. 300. Ah, c'est beaucoup. Oui. Vous avez des retours, j'imagine, des anciens adhérents? Oui, Est-ce qu'ils viennent faire les part? alumni. On a déjà organisé l'événement Alumni Day où les alumni ont parlé de leur expérience après Polytech et même le CAP, ce qu'il leur a apporté. D'accord. Et donc, Friel Bouhounali, est-ce que vous êtes formé quelque part? Vous êtes formé? Est-ce que les anciens adhérents reviennent pour... Oui, alors durant l'événement Alumni Day, nos alumni nous parlent de leur expérience et ils nous donnent des conseils, etc. D'accord. Dans tous les domaines? Oui. Tant que ça concerne la science? Voilà. Très bien. Alors, un club ouvert à tous les étudiants ou pas? Des étudiants des différentes disciplines? Alors, il est ouvert aux étudiants de l'École nationale polytechnique seulement pour être membre du club. Et plusieurs... Oui, mais les autres étudiants, ils peuvent participer à nos différentes activités. D'accord. Et concrètement, vos activités consistent en quoi? Alors, je vais parler de l'événement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous parler d'un événement intitulé MUN, Model United Nations. Alors, c'est un événement international. C'est une simulation des Nations Unies dans laquelle les participants vont se mettre dans la peau d'ambassadeurs ou de ministres d'Affaires étrangères. Et ces participants vont être appelés délégués. Pendant la simulation, ces délégués sont amenés à utiliser les différents moyens de communication et de négociation internationale. Et ils vont débattre sur des problématiques et ils vont donner l'avis de leur pays sur ces problématiques. D'accord, très bien. Donc c'est en quelque sorte un jeu de rôle. Voilà. Une simulation, exactement, c'est une simulation. Des travaux des Nations Unies où il sera question de plaider les préoccupations majeures de l'humanité qui sont lesquelles? Alors d'abord, notre événement, la simulation, elle va prendre la forme des plusieurs organes de l'ONU. Alors on cite le Conseil de sécurité et le Conseil des droits de l'homme. Alors le but de notre événement MUN, il s'agit de développer les capacités des participants en termes de négociation internationale, communication, relations externes, ainsi que les inciter à la diplomatie et à développer leurs soft skills. Vous pouvez nous donner un exemple justement de ce projet de simulation? On a déjà organisé la première édition en 2019 qui a eu un grand succès. Donc c'est la deuxième. Bon, oui. Covid oblige, en 2020 il n'y a rien eu. Oui. On était parmi les premiers à avoir apporté ce concept en Algérie car c'est un événement international qui se passe partout dans le monde. Le thème de cette année est le monde entre le Covid-19 et les conflits géopolitiques. On en est en plein dedans, oui. Oui, donc l'événement va se dérouler le 26, 27, 28 mai, où les participants, ce n'est pas nécessaire qu'ils se connaissent bien dans le domaine, car justement, on va leur faire apprendre tout ce qui est les règles des Nations Unies. Ils vont rédiger une feuille de charge où ils vont devoir chercher toutes les informations concernant le pays qu'ils vont représenter. Oui. Et ils vont être suivis par des coachs durant tout l'événement. D'accord, alors avant de revenir à l'événement de cette année, on va revenir 2 ans en arrière, 2019. Avec quelles conclusions vous êtes sortis suite à cette première édition? Alors, ils ont débattu plusieurs sujets. Je cite la crise libyenne et la crise du Yémen. Ils ont proposé des solutions. On a compté plus d'une 60aine de participants, dont la majorité fut satisfaite de cette expérience. Et cette année, on prévoit une nouvelle édition, Inch'Allah. Plus grande? Inch'Allah. On l'espère. Alors, donc, est-ce qu'il s'agit de recommandations qui seront à un moment donné présentées ou pas aux plus hautes autorités au niveau international peut-être? Oui, si elles sont intéressantes. On va en parler. Vous allez en parler? Ça n'a pas été fait il y a 2 ans? Non.
Alors dans cette édition, on va participer à un Refugee Challenge. Oui. Alors ce challenge, il est proposé par UNHCR, qui est l'agence des Nations Unies pour les réfugiés. Alors elle a proposé ce challenge à tous les MUN organisés dans le monde. Pour participer, on doit débattre sur une problématique proposée par cette agence. Cette année, elle a proposé l'impact de la pandémie sur les réfugiés. Alors on doit trouver des solutions et les envoyer. Et à la fin de l'année, ils vont choisir le MUN gagnant qui a proposé la meilleure solution. Et cette solution, elle sera discutée au sein des vraies Nations Unies. Donc si on gagne, on va être amené à... On va faire entendre notre voix à l'échelle internationale. D'accord. Et pour ce projet, c'est tout le club Certificap qui travaille sur ce projet-là. Vous n'êtes que quelques-uns? Oui, nous sommes une trentaine de personnes. Seulement les membres de l'équipe organisatrice. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée justement des principales préoccupations que vous imaginez pour l'avenir de l'humanité? Alors, parmi les problématiques qu'on va citer dans cet événement, on va parler principalement de l'impact de Covid sur tous les plans. C'est ce que vous m'avez dit. Crise économique, impact sur les réfugiés. On va parler de l'impact sur la sécurité internationale et la paix. Par exemple, on peut citer les conflits entre la Chine et les États-Unis. On va parler de la situation... Ah, c'est un gros morceau, c'est un gros dossier. On va parler aussi de la situation actuelle en Palestine dans le Conseil de sécurité. Voilà. Il y a aussi d'autres conseils tels que le conseil de l'économie. Oui. On va parler de comment le Covid a impacté l'économie mondiale. Aussi, on va parler de l'UNICEF. C'est comment les enfants ont été affectés durant cette période de Covid, surtout côté scolarité et aussi la violence domestique qui a eu lieu en période de confinement. Oui, les violences conjugales, les féminicides qui se sont suivis malheureusement en tout cas. Oui. Alors, je vais vous parler de l'UNICEF justement. Il y a la journée mondiale de l'enfant qui arrive à grands pas, donc ce sera le 1er juin. C'est dans cette démarche-là que vous avez coïncidé donc cette thématique? Oui, c'est pour cela qu'on a fait l'UNICEF. Et aussi, on organise un événement prochainement, justement, concernant les enfants. C'est-à-dire? Il y a un Charity Festival où on va aider les orphelins à travers des dons. Oui. C'est un événement qui va être en juin, justement, cette période. Qui va coïncider avec cette journée mondiale de l'enfant. Très bien, merci à vous. Alors, vous parliez de projets. Qu'est-ce que j'imagine que vous ne travaillez pas que sur un seul projet. Oui. Vous êtes sur plusieurs projets, lesquels? Oui, il y a Charity Festival que j'ai cité. Il y a aussi une semaine Charity Trip. C'est un voyage à Temnaraset où les participants vont récolter des dons, tout ce qui est médicaments, vêtements, même de l'argent, pour aider les gens pauvres à Temnaraset. Les plus démunis à Temnaraset. D'accord. Et vous? Alors, on a organisé aussi le Business Challenge. Il a eu lieu juste avant le Ramadan. C'était une grande réussite. On a organisé aussi Alumni Day qui a eu lieu en ligne. C'était un événement en ligne où les alumni en parlaient aux étudiants et ils leur ont donné des conseils. Voilà. D'accord. Et j'imagine que vous avez le temps vous êtes étudiante en quelle année? 3e année à l'école. Et vous également? Oui, vous avez le temps justement d'étudier et de faire toutes ces choses? C'est gérable, franchement c'est gérable. En plus, on travaille par passion dans le club, donc c'est un plaisir. Et en fait, c'est le but de le club, c'est essayer de gérer entre les études et s'initier à la vie professionnelle en même temps. Et si je peux me permettre, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, après avoir été diplômée de l'École nationale polytechnique? En fait, moi je suis en spécialité d'automatique. J'aimerais bien entrer dans le domaine des startups. Oui. Et je suis membre relations extérieures, ce qui fait que je m'initie à tout ce qui est négociation, communication, parler en public. Dès qu'il y a un événement, vous êtes convié? L'événement? Dès qu'il y a un événement qui concerne le monde de la start-up, vous êtes convié, j'imagine? Oui. Très bien. Et vous, qu'est-ce que vous... Alors, je suis aussi en spécialité automatique. Alors, j'aimerais beaucoup suivre mes études dans le domaine de la robotique. Je suis vraiment passionnée. C'est en quelque sorte l'avenir. Oui. Vous avez un projet à vous, toute seule? Ou c'est toujours dans le cadre de ce club? C'est dans le cadre du club, oui. D'accord. Alors, un club qui existe depuis quand? Depuis 2010, il a été créé par des étudiants à l'École nationale polytechnique dans le but de nettoyer l'école. Ensuite, il s'est agrandi. Voilà. Plus de 11 ans d'expérience, d'existence aujourd'hui. C'est beaucoup. Oui. Alors, on va revenir aux thématiques qui vont être abordées au sein de ce projet donc, de simulation des travaux des Nations Unies. Il sera question de plaider plusieurs préoccupations majeures de l'humanité, dont la question palestinienne. Est-ce que vous êtes cadré, entouré, accompagné pour cette thématique-là?
qui restent sensibles? Alors, il y aura des formateurs pour toutes les problématiques. Ce sont des personnes expertes. Alors, ils vont guider les participants et ils vont assurer le bon déroulement de la simulation. Alors, ces accompagnateurs sont qui? Qui sont ces accompagnateurs? Alors, on est encore en phase de contact. On a des formateurs qui ont déjà participé à des MUN, qui ont de l'expérience dans ce domaine. Est-ce que vous êtes en contact avec certaines personnes qui se trouvent de l'autre côté de la Méditerranée, à l'étranger? J'ai pas des informations sur ce sujet. Mais j'imagine pas tant que les frontières n'ont pas été ouvertes. Donc non, via Internet, bien sûr. Non, l'événement va être en présentiel. Oui, d'accord. Oui, donc il y aura justement la première journée, ça sera consacré aux formations où les formateurs doivent venir dans le lieu et proposer des formations en tout ce qui est public speaking, négociation et l'anglais formel. Car on ne l'a pas cité, mais l'événement va être en anglais. Donc les participants doivent avoir un niveau minimal côté communication en anglais. D'accord. Et au sein du groupe, je pense que vous êtes tous anglophones? Un peu. Il y a des francophones et il y a des anglophones. Oui, très bien. C'est un club francophone. D'accord, très très bien. Merci d'avoir été avec nous. Donc Feriel Bouhounali et ainsi que Yousra Hadahi, merci beaucoup. Alors, pour s'inscrire à notre Oui, bien sûr, les inscriptions. Les participants doivent remplir un formulaire publié sur notre page Facebook CAP, et le formulaire sera fermé demain le 18 mai à minuit. Il sera aussi dans la bio de la page Instagram du CAP. D'accord, donc sur Facebook et sur Instagram, tout le monde peut s'inscrire? Oui, il est ouvert à tout le monde. Jusqu'à quand? Demain jusqu'à minuit. Demain minuit, ah, d'accord, ok, donc il faut faire vite quoi. Voilà. C'est gratuit? Alors c'est payant. Ah oui. 1500 dinars. Par personne. Oui, mais l'événement sera en 3 jours. 3 jours. Oui, ça reste quand même un prix plus ou moins abordable. Oui. Très bien, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous les filles. Merci. Donc je rappelle que vous êtes étudiante au sein de l'École nationale polytechnique d'Alger. On vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à revenir pour plus d'actualités. Pourquoi pas? Justement pour les retombées, pour tout ce qui est conclusion par rapport à ce projet de simulation. Voilà, donc voilà, ce sera tout. Merci beaucoup. Quant à nous, eh bien, je vous dis à très vite, amis du matin. Merci de nous avoir suivis, nous être fidèles tous les matins. Demain, c'est Amal Almi qui sera aux commandes de votre matinale Le Bonjour d'Algérie. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain. Excellente journée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie.